GM emboîte le pas à Ford et va adopter le connecteur NACS de Tesla. Rien ne va plus dans le monde de l'automobile. En plus, Volvo se lance dans le volume avec un petit VUS électrique qui va être parmi les moins chers de sa catégorie. Alexandre, vraiment, il n'y a rien qui va plus, donc allons-y. Effectivement, c'est un peu surréaliste, mais en même temps, c'est pas surréaliste. Parce que je pense, Gab, qu'on l'avait. Je veux pas dire qu'on l'a prédit, ça serait comme dire qu'on est comme des Nostradamus, c'est pas le cas. Mais c'était comme un peu le choix logique pour GM, je pense. Mais je pensais pas que ça allait être GM, la personne à emboîter tout de suite, le joueur à emboîter le pas après. Mais en fait, je pense que ça fait du sens que GM le fasse parce que en ce moment, GM sont un peu en retard sur leur plan d'électrification. Ils ont plein de véhicules annoncés. Ils fabriquent pas grand-chose. Fait que c'est dur pour eux de générer de l'attention pour leur ligne de produits. Fait qu'en fait, je pense que GM sont comme pas... disons qu'ils sont sur le bord du précipice, là, ça va pas nécessairement mal encore. Ça pourrait mal aller, fait qu'ils sont mieux de saisir toutes les opportunités qu'ils ont de garder leur gamme, disons, pertinente dans le marché. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils ont été les premiers. Puis de toute façon, ils en fabriquent très très peu des véhicules électriques en ce moment. Fait qu'il y a très peu d'impact sur leur production de prendre ce genre de décision-là, je pense. Non, c'est vrai. À bien y penser, en réalité, supposons, là, en réalité, GM a effectivement des lancements d'annoncés, le Blazer EV, l'Equinox EV, les productions limitées, la fin de cette année, on s'était fait dire printemps, été. OK. Là, j'ai vu des photos sur Internet, je vous la mets. Certains véhicules prototypes là, proche de la production officielle sont maintenant assemblés au Mexique des Equinox EV. On voit la photo. OK, tant mieux. Mais tu sais, puis on en voit de plus en plus sur la route là, des véhicules prototypes camouflés un peu. Donc, tant mieux pour GM. Mais tu sais aussi, ils ont plusieurs usines de batteries qui sont à moitié terminées. Il y en a une aussi qui est complètement terminée au Michigan. Puis ça s'en vient. Puis il y a l'usine de cathode au Québec. Mais tu sais, ça, c'est toutes des usines qui vont pousser à pleine capacité autour de 2025. Fait que tu sais, ils n'ont pas encore de joueurs de volume. Leurs joueurs de volume, la production va achever. Tu comprends ce que je veux dire, Gab? C'est que si un de ces éléments-là se plante, puis tu as un retard d'un an, c'est dur à rattraper. Exactement. C'est pour ça que je pense qu'ils saisissent toutes les opportunités, mais ils ne sont pas les seuls non plus. Il y a les fabricants de bornes Flow et ABB qui ont aussi choisi, pas nécessairement d'adopter le connecteur NACS, ils vont pas faire un changement, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont offrir l'un ou l'autre à leurs clients qui sont les réseaux de recharge comme le circuit électrique ou Electrify America. Donc, ces compagnies-là vont pouvoir commander une borne avec le connecteur de leur choix. Donc, évidemment, on voit qu'il y a comme une vague de fond là, qui s'en vient. Fait qu'il va falloir ouvrir les paris à savoir qui est le prochain qui va adopter le standard NACS. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est Volvo Polestar parce que c'est comme une compagnie avec... C'est vraiment pas la même mentalité que Tesla. T'sais. Mais quand tu regardes un produit comme le Polestar 2 puis les produits que Polestar amène, il joue vraiment dans la convivialité d'une voiture électrique. Puis, dans le fond aussi, c'est une chose que Tesla offre énormément avec leur réseau de recharge. Puis aussi de la façon que c'est très simple, préconditionner la batterie, puis que les performances sont souvent très, très consistantes. Donc moi, je me dis, pour Volvo en Amérique du Nord, Volvo, puis je mets Polestar dans le même panier, c'est un choix super logique. Bonjour, nous autres, la convivialité, vous pouvez aller partout, tout le monde est égal, tout le monde est heureux. Moi, je pense que c'est ça. Puis le Volvo X30, qui est un véhicule de volume, on en reparlera dans quelques instants, c'est comme... Je vais utiliser un très mauvais mot anglais, là, un enabler, c'est comme une sorte d'effet qui va débloquer là, cette transition-là vers un NACS. Mais tu as probablement une opinion complètement différente de la mienne. Oui, moi je pense que, puis là, personne ne va me croire, mais je vais m'expliquer. Je pense que Stellantis, avec Chrysler, Jeep, l'ensemble de ces marques-là, Fiat, vont être les premiers ou les prochains à adopter le standard NACS. Je vais t'expliquer. Stellantis, là, j'aime pas particulièrement leurs produits, on s'entend. Mais, Stellantis, c'est une compagnie rentable, c'est une compagnie qui est capable de livrer des autos électriques, plus précisément des PHEV, là, en général, alors que personne n'était capable de livrer des véhicules. Tu pouvais aller chez n'importe quel concessionnaire puis acheter un Jeep Wrangler Rubicon 4XE à un prix super raisonnable. Puis il y en avait en stock où tu le commandais puis tu le recevais peu de temps après, puis il les recevait par vague. C'était pas au compte-goutte, une allocation par mois ou des niaiseries comme ça. Fait que je pense que Stellantis sait aller là où il y a l'argent, puis c'est aussi une entreprise qui semble avoir beaucoup de facilité à développer des produits à partir de composantes qui viennent de d'autres
manufacturiers. Fait que, mettons, le 4XE, ben, c'est une transmission ZF avec le moteur électrique, puis après ça, tu utilises les batteries de quelqu'un d'autre et tout. Évidemment, c'est pas nécessairement ça, parce que ça va probablement être leurs propres pièces qui vont être utilisées pour faire les connecteurs, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont capables d'intégrer les technologies de d'autres fabricants dans leurs véhicules, puis de faire des produits avec ça. D'après moi, ça va être les prochains, sinon ça va être parmi aussi, les on peut prochains. parler de Hyundai, Kia, que je pense que dans l'électrification, ça a toujours été un joueur amical. Quand ils pensent au nombre de modèles disponibles, là, Hyundai, Kia sont dans ceux avec le plus de différents modèles disponibles. Fait que tu sais, c'est pas rien, là. Je veux dire, autant que au Canada, c'est un joueur assez important avec le Kia, le Niro, V6, Ioniq 5, Ioniq 6, tout ça, tu sais, puis on a beaucoup sa route. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus marginaux dans les dernières années parce que, évidemment, aucun des véhicules sont assemblés en Amérique du Nord, fait que là, c'est plus dur de pousser les véhicules avec la subvention, mais, tu sais, à la fin, quand leurs usines seront prêtes, ça s'égalisera, mais je pense que Hyundai Kia, c'est un très bon candidat comme étant le prochain joueur. Ben, c'est une possibilité, là. Faudrait voir. C'est sûr que ce que Ford et GM ont fait aussi, c'est qu'ils ont annoncé que tous les véhicules à partir de 2025 vont avoir le connecteur NACS. C'est pas au changement de génération, par exemple. Ça, c'est quand même important, là. Ça veut dire que c'est vraiment un engagement, là. Ouais. Ça va leur coûter quelque chose. Ça veut dire qu'il faut qu'ils changent des composantes, ils peuvent pas en profiter pour le faire au changement de génération de voiture. Fait que c'est sûr que c'est quand même un gros engagement. Pour GM, je suis content de voir pour ça. GM, c'est pas un gros engagement. Dans le fond, ils vont être là, dire, on a produit 43 lyriques. OK, change la plat. Non, mais là, je fais une mauvaise blague, là, mais vous comprenez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus peu importe la production, c'est quand même plus un gros engagement que de dire, bon, on va attendre, puis ça va être finalement dans, je sais pas moi, dans 6 ans, quand on remplace le lyrique, qu'on le fait. Ou le Hummer EV, j'avoue que, il y a des constructeurs Tesla fabrique plus de modèles Y dans une usine, mettons, à Shanghai ou au Texas, en une journée, que il y a de Hummer EV sur la route. Oui. Ça fait 1 an et demi que l'auto est sorti. Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est ça. Il y a une vague de fond. Là, je crois que ça va être inarrêtable. Là, on se lance dans une espèce de débat Blu-ray, HD, DVD, cachette VHS ou Beta ou l'ensemble de ces affaires-là. Fait que il va y avoir un gagnant. D'après moi, ça va être le NACS parce que tu sais, faut pas regarder nécessairement c'est quoi l'état de la situation, mais c'est plus c'est quoi la tendance. La tendance à virer très, très, très largement vers ça. Puis je trouve ça quand même drôle parce que ça fait quand même 10 ans à peu près que les deux connecteurs se côtoient. Fait que c'est rare qu'il y a eu des espèces de, pas de débat, là, mais de compétition comme ça entre deux standards, puis qu'il n'y en a pas un qui avait gagné après 10 ans. Mais là, je pense le port Lightning sur l'iPhone, parce que là, tu sais, Apple, là, comme USB Type C, tous ses produits sauf l'iPhone. Peut-être que le prochain, mais là, on tombera pas là-dedans, on n'est pas une chaîne de techno. Mais ouais, là, moi, je fais un pari avec toi. Moi, l'iPhone avec le port Type C, j'y crois pas. En Amérique du Nord, NACS va être la norme entendue par les gens. Peut-être que toutes les autos ne seront pas transférées, mais ça va être comme on a décidé avant qu'il y ait un USB Type C sur iPhone. oui, je suis d'accord. Mais c'est parce que moi, je pense qu'il n'y aura jamais d'USB Type C sur des iPhones parce qu'ils sont pas obligés d'en mettre un, mais ils sont plus obligés de pas avoir, en tout cas, pas avoir de Lightning. Fait que c'est ça. Je pense que ça close ce débat-là. Ça s'en vient. L'action de Tesla a explosé dans les dernières semaines. Si vous en avez... c'est pas remonté vers les pics, là, mais ça monte. Fait que là, ça nous amène à l'autre sujet, Alex. Puis on a d'autres side sujets à la fin, là, je dirais, de Lexus, là, mais on va commencer par parler du EX30. Mais tu sais, on va résumer le X30 parce que non plus, c'est pas un épisode spécial où je présente le X30 en grande pompe. Qu'est-ce qui est important de savoir du Volvo X30? On va y aller tout de suite, dans le fond. Personnellement, moi, je le trouve très beau. C'est le design scandinave. C'est le même look que, justement, le nouveau X90. Et ça vient aussi chercher des éléments du XC40 que je crois être probablement le meilleur VUS de luxe sous-compact. Un bon design, bonne ergonomie, spacieux, tout ça, bon package. Bravo. Là, c'est là, après ça, on s'en va dans... Ouais, mais c'est gros comment, ça, Alexandre? En millimètres, j'ai regardé les grosseurs, là, c'est comme entre un Bolt EUV et un Kona EV, dans ces eaux-là. Ça ne sera pas exactement la même chose, mais donnez-vous une idée du gabarit. C'est quand même petit. Hein? On le regarde, non, c'est pas un XC40, là, c'est plus petit que ça. En Amérique du Nord, 2 configurations. Propulsion avec une batterie de 64 kWh ou 2 moteurs avec 64 kWh et l'autonomie, 442 km de base puis un peu moins 4 motrices. Et Gabriel, le prix en dollars américains, c'est...
36 000, Alex. C'est vraiment pas cher, là. On parle quand même c'est sûr que c'est plus cher que, disons, la Bolt de base, là. Mais c'est quand même, puis un peu plus cher que le futur Equinox V si il arrive sur le marché. Mais c'est quand même très, très, très raisonnable, là. C'est moins cher qu'une Tesla Model 3 de base. Avant les subventions, oui. Là, puis évidemment, on ne sait pas ce qui va arriver dans un an parce que c'est un véhicule qui va être livré au client là, dans un an. Mais quand tu regardes ça, c'est... Tu sais, la mort de la Bolt, tout le monde est déçu. Qu'est-ce qui arrive aux petites voitures électriques? Qu'est-ce qui arrive aux petites voitures électriques? Et là, c'est pas une petite voiture électrique comme la Leaf, ni comme la Bolt de première génération ou la Bolt EV. Mais c'est comme une sorte de microscopique lueur d'espoir qu'il y a des constructeurs qui dépensent encore des milliards de dollars pour faire des petites voitures électriques. Fait que là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah, merveilleux! » Surtout que la voiture est très belle. Puis aussi, tu vois que le travail de Volvo, là, c'est un intérieur extrêmement minimaliste. C'est beau, mais il y a 2 boutons pour les fenêtres au centre de la console. La console est vraiment pas large. Il y a un seul écran. Le but, c'est de baisser le prix. Ouais. C'est un peu un régime Ford Maverick, hein? Mais peut-être encore plus poussé, là. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ça fait du sens, là. C'est vraiment, c'est un intérieur minimaliste, mais il sauve des composantes. Dis-nous en plus, d'ailleurs, la barre de quand son. Tu regardes le tableau de bord à la main, c'est une barre de son. Dans le fond, dans toutes les portes du véhicule, il n'y a aucun haut-parleur. Hein? Puis dans le fond, ils disent, là, dans leur présentation, on s'enlève du câblage. C'est de la simplicité parce qu'il faut qu'ils baissent le prix, là, parce qu'une batterie de 64 kWh, ça a un coût et c'est quand même assez élevé. Ben là, c'est aussi que quand tu veux faire baisser ton prix, ben c'est par là que tu vas. Fait. Puis là, c'est la force que je pense que Ford a eu avec le Maverick, qui est un intérieur spartiate, mais qui est relativement attrayant et beau, malgré que les matériaux sont moyens. Puis tu as aussi la Tesla Model 3. En fait, les Tesla en général, les intérieurs sont assez spartiates, mais ça reste agréable à l'œil. Donc là, encore une fois, du beau travail. Puis évidemment, on verra, est-ce que le véhicule va être livré dans un an comme prévu à la date? Est-ce qu'il va vraiment être autour de 36 000 US quand il va être lancé aux États-Unis? Moi, je t'annonce, Gabriel, c'est que je ne pense pas vraiment que ça va être une conversion directe 36 000 américains en canadien, qui est à peu près 45 000 si je ne m'abuse. Moi, je m'attends à ce que ça coûte la même chose qu'un Kona EV. Non, moi, je pense que dans le fond, là, 47 995 Kona EV, 49 999. Ça va être ça. Moi, je te dis 49 995. Je pense qu'il va être plus cher parce que là, il y a l'enjeu que ce ne sera pas un véhicule subventionné aux États-Unis. Ils vont être obligés de baisser le prix pour être capables d'être plus compétitifs. Puis là, nous, évidemment, on va se faire, entre guillemets, avoir les Canadiens. Mais ça se peut qu'ils fassent pas ça aussi. Là. Ça se peut qu'ils fassent une conversion directe ou grosso modo. Là. Je serais curieux peut-être de voir pour les modèles électriques comme le XC40 Recharge ou en tout cas peu importe, là, les autres modèles... Mais c'est sûr que Volvo veulent vendre ce véhicule-là. Puis ils veulent le vendre en volume. Clairement, ça va être un véhicule avec plus de volume que le Polestar 2 qui appelle à un plus large public, je pense. Oui. Puis dans le fond, évidemment, ce véhicule-là est assemblé où? Il est assemblé en Chine. Puis c'est sur la plateforme c'est sur la plateforme Volvo, le Sustainable Electric Architecture, qui est partagée avec Geely, Smart, leur marque chinoise Zeekr, tout ça. C'est comme un mélange de tout. Et le EX30 EX30 essentiellement, c'est un véhicule qui existe déjà comme la marque Smart a été réinventée en petit VUS électrique. Ben, le Smart One qu'appelle, c'est un EX30, un autre véhicule chinois qui est similaire. Fait que c'est pas nouveau. Là. L'usine, il y a déjà une usine qui fait des véhicules que le EX30 va être basé dessus ou, dans le fond, vice-versa. Mais s'ils sont capables de livrer, ben, ils vont pouvoir rapidement. Tu vas pouvoir. Puis aussi, c'est très important de mentionner, excusez-moi, je m'emporte. Ça va être disponible en ligne là, avec un peu ce que Polestar et les véhicules électriques Volvo avaient commencé à amener. Donc, espérons une expérience de vente un peu plus transparente et simple pour tout le monde. Mais on verra. C'est très prometteur, c'est très joli. Petit véhicule quand même, parce que là, dans le fond, il restait pas mal juste le Kona EV et le Niro EV au Canada comme petit véhicule électrique avec la Bolt qui s'en allait. Moi, je trouve ça rafraîchissant. Le gros mea culpa, ça va être le prix. Ben, je pense que ça va être ça l'enjeu. C'est sûr que ce sera pas... On s'entend, là, c'est pas un véhicule, entre guillemets, abordable. Là, même si c'est à 45 000 $. Ça reste plus cher qu'une Bolt, mais ça va être l'un des moins chers, parmi les moins chers, parce qu'il y a beaucoup de constructeurs qui ont migré du 45 000 vers 55 000 depuis que les subventions le permettent. Fait que ça va être un segment compétitif. Là. Peu importe qui va vouloir aller dans ce segment-là, ça va devenir compétitif. Les autres constructeurs, Ford, j'ai vu en entrevue récemment là, de Jim Farley, le CEO, clairement, ils ne veulent pas aller dans ce segment-là à court terme.
Il y a pas grand monde qui veut y aller. GM peut-être, mais là, encore là, on sait pas combien de temps ça va prendre. Fait que je pense que ça va être très compétitif. Je pense que ça va être un véhicule vraiment intéressant. J'ai hâte de le voir. Il est vraiment beau. Puis ça va sûrement répondre aux besoins de bien. Je crois bien. Puis aussi, mettons, là, on peut aller un peu dans le détail. Là, ben, c'est ça, comme je l'ai dit, 442 km là, estimé EPA, ou NRCan. La recharge rapide, entre 26 et 28 minutes là, pour les deux modèles de batterie, c'est pas encore clair. Là. J'ai comme des documents qui sont comme... J'ai des documents officiels de Volvo, mais ils disent pas toutes la même chose, donc on va laisser ça de même. Fait qu'on on parle pas de haute grande performance de recharge. Parce que c'est pas ça, si c'est une batterie de grosse 64 kWh utilisable, mais Gab, 26 minutes, c'est bien. Sauf que Non, mais je veux dire, c'est raisonnable, mais c'est probablement une recharge à 130 kW ou un pic. Les documents officiels de Volvo là, que j'ai devant moi disent 135 kW de puissance maximale de recharge en... J'ai vraiment fait un bon guess. Ouais, et 153 en version 2 roues motrices, mais c'est la même batterie, donc là, c'est comme pas clair. Peu importe, un autre document de Volvo dit que les deux, c'est le même temps de recharge. Fait que tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, là. On verra plus tard. On est dans ces eaux-là, là, du 130 à 150, pas 230 ou 250. Non, à peu près, là. Je trouve, j'ai été surpris. Moi, je m'attendais là, que ça soit gros comme un XC40, ça soit 60 000, puis c'est ça, c'est la vie. Pour vrai, là. Ben, je pense que la clé, c'est la consommation. Ouais, à 15,7. De moins. C'est bas, là. De 15,7. Parce que si tu réussis à mettre la consommation basse, tu peux faire plein d'affaires incroyables après. Dans le fond, tu peux avoir une petite batterie, puis aller loin, puis faire un char pas cher, puis parce qu'il est moins lourd, ben il t'a besoin de moins de pièces pour le soutenir, fait qu'il coûte moins cher. Fait que non, je sais. Tout commence par l'efficacité. Je sais. Puis c'est la clé. Puis tu penses là, à ça, là, mais c'est la méthode un peu qu'on voit là, majoritairement Tesla. Et Hyundai aussi travaille fort là-dessus, l'efficacité. Encore une fois, je pense que c'est prometteur, mais c'est dans un an. Bien des choses peuvent changer. Ça, on l'a appris à nos dépens dans la vie. Mais bon. Si vous êtes intéressé là, d'un... Est-ce qu'il va y avoir un connecteur NOCS quand on va être lancé, Alex? Là, tu m'as vraiment scié les jambes, Gab. Est-ce qu'il va avoir un connecteur NOCL lorsqu'il va être lancé? Ben, en fait, je pense que oui. Que pas au lancement, mais par la suite, oui. Ouais, je pense que oui. Parce que, supposons que Volvo veut en vendre là, une... Supposons que Volvo veut en vendre des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. En Amérique du Nord, je pense qu'ils n'ont pas le choix de dire que, ouais, NOCS. Donc, on verra. Moi, je te dis, deuxième année modèle, ça va être NOCS. Puis là, dans 10 ans, on va parler à du monde, puis là, on va faire, ah, lui, il a un XC40, ah oui, je l'ai premier avec le connecteur CCS. Puis là, ça va être un point de discussion anecdotique. Je pense que c'est ça qui va arriver. Parlant d'anecdote, Alex, tu sais, il y a plusieurs années, j'ai établi les critères de ce qui serait pour moi la voiture idéale. Tu sais, je voulais... Parce que là, je m'étais fait un plan, là, je m'étais tout projeté dans l'avenir. Là, il y avait le RAV4 Prime qui sortait. Là, je me disais, OK. Là, vas-y. Je fais là, 2021, RAV4 Prime. Fait que là, l'année prochaine, Highlander. 2022, Highlander. 2023, Highlander Prime. 2024, là, je me projetais. Lexus RX hybride branchable. Là, je me disais, ça va être la voiture idéale. Mais là, entre-temps, premièrement, Toyota a décidé d'adopter un moteur 2.4 litres turbo et en version hybride, le iForce Max, pour lequel j'ai absolument aucun intérêt parce que ce moteur très économique-là a le défaut de ne pas être économique dans tout. Fait que là, Toyota ou Lexus ont lancé la version Lexus du Grand Highlander. Le Grand Highlander, c'est une version allongée, plus comme style minivan, c'est un VUS, mais avec un intérieur gros comme celui d'une minivan sur la base du Highlander. Qui est la version base Lexus, ça va être le TX, qui est la base du Sienna. Donc, c'est fondamentalement une minivan. Là, le TX, la version Lexus, va être disponible avec plusieurs motorisations, dont un 2.4 litres turbo, pour lequel j'ai aucun intérêt, et un V6 hybride branchable avec 33 000, ce qui donne quoi? 50 km, 52 km d'autonomie, qui va être vraiment économique. La consommation d'essence en mode hybride va être 8 litres au 100 km pour un immense VUS. Ça, c'est bon. Avec une cinquantaine de kilomètres d'autonomie. Fait que là, toutes les cases là, de VUS avec de la place, Toyota, moteur à cycle Atkinson, parce que je veux pas de... Toyota sont excellents pour faire des moteurs très économiques à aspiration naturelle, pas des moteurs turbo. Ça coche toutes les cases. Mais l'affaire, c'est que ça va vraiment coûter comme 80 000. Fait que tu vas être mieux de t'acheter, je sais, un modèle Y, LFP, propulsion. C'est juste, non, c'est trop cher ça aussi, mais
C'est une bonne auto. Je sais pas ce que je vais faire, mais mon point, c'est plus que je pense que là, ça va être le genre de saint graal de l'équilibre. Tu sais, le véhicule PHEV ultime, je pense que ça va être ça, parce qu'après ça, je pense qu'on va voir un déclin des véhicules hybrides branchables. Ouais, probablement. Mais ça va être le last hurrah. Puis je suis un peu surpris, là, parce que ça veut dire que c'était dans les cartons de Toyota depuis... de lancer un véhicule avec tu sais, ils ont pas vraiment tué le V6 hybride. C'est un peu ça que je veux dire, là. Ou c'est un mea culpa, puis ils ont vraiment réalisé que le 2.4 turbo, c'était pas un bon plan, puis ils se sont virés de bord, mais ça me surprendrait parce que ça prend beaucoup plus longtemps que ça, développer une motorisation. Fait que c'était peut-être dans les plans depuis le début. Mais je te prédis, je pense qu'on va voir ce moteur-là percoler vers le bas. D'après moi, le Grand Highlander va finir par l'adopter. Ouais. Ça me surprendrait pas de voir le Lexus RX aussi, mais je pense pas qu'on va voir de Highlander standard. Non, mais... Que ce soit comme ça avec. Le Highlander standard pourrait avoir la motorisation du RAV4 Prime. On pourrait, tu sais, mettons, on pourrait s'imaginer que ça marche. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, dans un futur où il y a presque plus de... Tu sais, c'est majoritairement des véhicules PHEV qui se vendent, là. Tu sais, dans le fond, tu as les véhicules électriques des véhicules PHEV, mettons, là. Ce qui reste, là. Je pourrais dire ça. Bon, bref, je pense que ça finit le segment. Ça va vraiment être... C'est pour vrai, les gens qui veulent une voiture avec énormément d'espace pour transporter leur famille et qui veulent pas dépenser en essence au quotidien, mais c'est vraiment... C'est pas vrai, j'allais dire que c'était unique dans cette catégorie, mais c'est pas vrai parce qu'il y a plein d'autres VUS de luxe, hybrides, branchables, XC90, blablabla. En fait, il y en a plein, c'est juste que c'est le premier chez Toyota. C'est vraiment intéressant de voir qu'ils croient encore au PHEV, puis probablement que c'est parce qu'ils ont besoin de vendre des autos électriques parce qu'il n'y a pas grand monde qui achète des BZ4X. D'ailleurs, il y a un de nos auditeurs là, de Tool Shepherd qui va être fâché après moi parce qu'il n'arrête pas de faire des commentaires là-dessus. On le salue. Mais ils ont lancé un autre véhicule qui, lui, n'est pas économique du tout, le Lexus GX. Oui. Alex, tu sais quoi un Lexus GX? Ben, c'est un genre de Land Cruiser, Prado, c'est une vieille affaire là, qui est bonne puis qui est très respectée. Là. C'était une vieille affaire. Fait que dans le fond, partout ailleurs dans le monde civilisé, Toyota vend des Land Cruiser, qui sont leurs gros VUS 4x4, hors route et tout, puis il y a plusieurs versions du Land Cruiser. Land Cruiser 70, et le Land Cruiser 300 qui est le nouveau, disons, pleine grandeur. Puis il y en a un qui s'appelait le Land Cruiser Prado, qui est un genre de VUS intermédiaire sur un châssis en échelle. Et nous, on ne l'avait pas, ce véhicule-là, mais on avait le Lexus GX, initialement le 470, puis ensuite le 460, qui avait un V8 4.6 litres, puis une espèce de traction intégrale constante, un peu bizarre. Mais là, il a été renouvelé après 18 ans sur le marché, 17-18 ans là, depuis 2006. Donc on va avoir le GX 550 qui va être équipé du même V6 biturbo que le Tundra. Ça sera pas économique du tout. Hein. Il parlait de 17 000 au gallon. Fait que là, je le calcule comme ça dans ma tête. 15 000 au gallon, c'est 15 litres au 100. Fait que 17, c'est genre 14 points là, ou 13 points on parle du 13-14 litres au 100 combiné, mais il va y avoir une version hybride avec la même motorisation probablement que le Tundra hybride qui va arriver, qui sera peut-être un peu plus économique. Mais là, c'est quand même surprenant là, de voir que Toyota lance encore des gros VUS 4x4 avec une boîte de transfert, un châssis en échelle et tout. C'est quand même très, très, très niché, mais c'est des véhicules qui sont très appréciés par les gens qui aiment ça faire du hors-route, surtout dans l'usager. C'est déjà, disons, des véhicules de luxe qui sont loués ou vendus, puis après ça, il y a du monde qui les récupère comme deuxième, troisième propriétaire, qui met des gros pneus et tout. Mais c'est vraiment un beau véhicule. Le mot, c'est boxy en anglais. J'aime pas dire ce mot-là, mais c'est très, très carré. C'est G-Wagonesque. Très, très, très carré. Puis je veux dire, s'ils faisaient une version électrifiée de ce véhicule-là, je pense que ça serait un immense succès. Là. Tu sais, c'est un peu... Ça fait beaucoup penser au Kia EV9, le look, mais celui-là, tu le sais que tu peux vraiment aller hors route. Là. C'est vraiment... Je pense que le look suit les performances. Je t'arrête. Et non pas l'inverse. Puis ce que Toyota a dit dans leur relâche de presse, puis on discutait avec les journalistes aussi, c'est que la plateforme, là, TNGA, F-Frame, que ce véhicule-là est dessus, est prête pour une éventuelle électrification parce qu'ils veulent garder cette plateforme-là longtemps. Donc, peut-être que dans 5 ans, ça pourrait être quelque chose qui existerait. Ben, je pense que c'est presque une certitude. Là. Toyota ne renouvelle pas les Land Cruiser régulièrement. Là. Le Land Cruiser 70 qui date
bien avant que je sois né, est encore en vente dans des pays comme l'Australie et tout. Puis le Prado était là longtemps, le Lexus GX aussi. Fait que d'après moi, ce Lexus GX-là, on l'a pour les 15 prochaines années. Fait que dans 5 ans, c'est sûr qu'on va avoir une version électrifiée. Dans le fond, c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. C'était beaucoup plus décousu, mais c'est pas grave parce qu'en réalité, des fois, c'est rare que moi et Gabriel, lorsqu'on est filmé et qu'on est dans les épisodes, on fait de quoi d'un peu plus moins scripté. Mais c'est comique, puis dites-nous-le, dans le fond, si vous voulez avoir des discussions plus ouvertes, moi et Gabriel, ou des affaires plus, vous comprenez, standard. Là. Oui, puis si vous voulez rendre notre contenu encore plus décousu ou encore moins décousu en y insérant une publicité, inquiétez-vous pas, vous pouvez nous contacter n'importe quand à plusdemillage@gmail.com. On est toujours ouvert à faire des partenariats. Hey Gab, ça c'est la meilleure façon de fermer notre épisode d'aujourd'hui, puis je te dis à la prochaine.